suite, on se retrouve avec Stéphane Salor, Jean-Jacques Lombroso et surtout notre invité d'honneur. Oserais-je encore dire qu'il faut le présenter? Sa tête est connue du monde entier. François Missen, le seul prix Pulitzer et Albert Londres dans la même année. Le prix Pulitzer, c'est la plus haute récompense donnée à un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. C'était dans les années 70. Stéphane Salor, parlez-nous avec François Missen de la French Connection. Ah, François Missen. D'abord, merci François de votre présence. D'abord, ça nous touche beaucoup, déjà, parce que vous êtes finalement le journaliste un peu emblématique de notre région ici, et puis un référent au niveau international. Alors, on va peut-être parler aujourd'hui un peu de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer, de votre combat depuis quelques années. C'est cette mise en image de Cuba. Cet attachement à Cuba. D'abord, il vient d'où cet attachement à Cuba, François? Avant de vous en parler, j'aimerais surtout vous expliquer pourquoi et quel plaisir j'ai à me retrouver ici. Avec plaisir. Je viens ici, surtout dans cette librairie Goulard, qui est ce qu'on peut appeler le must de la littérature dans notre région, pour réactiver mes neurones. Et réactiver mes neurones, ça veut dire relire Sandras. Blaise Sandras, Bourlinguet. Donc là, je me retrouve un peu en famille, ça me fait du bien. Et puis le reste, effectivement, je suis toujours en activité. Voilà. Votre analyse, François, sur cette notion de liberté de la presse, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Quel est des indicateurs au doigt mouillé, puisque vous avez le doigt mouillé, vous avez le droit de l'avoir, vous êtes en lien avec cette information de manière permanente. Quelle analyse vous faites sur la position de la presse aujourd'hui? Je m'interdis de porter un jugement sur la liberté de la presse, si vous voulez. Simplement, ce que je peux dire, c'est que cette liberté est souvent ébréchée par le fait que la presse n'appartient pas aux journalistes. La plupart du temps, ce sont des industriels, des grandes fortunes qui se lavent un peu leur, comment dirais-je, leur bonne conscience en achetant des journaux ou des télévisions. Et là, c'est intéressant de parler de la liberté de la presse. Je vous donne un exemple, puisque vous me parlez de la French Connection, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Il se trouve que quand j'ai commencé à être journaliste ici à Marseille, c'était dans les années 60, je ne suis pas tout jeune, naïvement, j'ai demandé à mon rédacteur en chef de faire une enquête sur la drogue. J'entendais parler de Marseille, capitale mondiale de la drogue, plateforme de la drogue. Ça, il ne faut pas en parler à Marseille. Surtout pas. Attention, il ne faut pas salir l'image de Marseille. Parce que, en fait, je pense que, bien entendu, c'est prescrit tout ceci. C'est-à-dire que cet argent de l'héroïne a été lavé. Et je prétends qu'il y a davantage d'héroïne que de plâtre dans les maisons aujourd'hui, si vous voulez. Donc, quand j'en ai parlé, je me suis entendu répondre par mon rédacteur en chef, la drogue, c'est pas pour nous, c'est pour les Américains. Belle réponse, hein. Jusqu'aux années 69-70, où effectivement on a eu les premières morts à l'héroïne à Marseille, dans la région. Je me souviens de la petite Martine au casino de Bandol, qu'on retrouve avec une seringue dans les veines. À ce moment-là, on s'est effraie. Ah, ça nous intéresse maintenant. Ah, bien sûr, alors il faut en parler. Ce qui m'a amené à travailler sur ce sujet que j'ignorais totalement, à la faveur aussi d'un fait divers qui a fait pleurer la France entière, c'est-à-dire le suicide de Gabriel Russier, qui était en prison avec des jeunes toxicomanes et qui a donné lieu à ce film qu'on vous a entendu parler, Mourir d'aimer. Voilà. Donc à partir de là, il fallait parler de la drogue. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'était donc dans les tuyaux, comme on dit. Hein. Donc à ce moment-là, on pouvait en parler. Les Américains ont fait venir ici 18 journalistes du journal Newsday qui récoltaient l'information, la mienne entre autres. Eh bien, à ce moment-là, effectivement, on est arrivé à sortir l'histoire avec des accusations très graves parfois sur des hommes politiques français, sur des industriels. Ça a été limite, au point, moi, de me faire, par exemple, convoquer
au ministère de l'Intérieur par Raymond Marcelin, qui me disait d'où vous sortez vos informations. Vous les aurez jamais, mes informations. C'est très important ce que vous dites. Je rappelle 2 thèmes pour synthétiser pour nos auditeurs. D'abord, les questions économiques, la concentration économique dans la presse. Est-ce que c'est un danger pour la pluralité? On y reviendra. Et deuxièmement, vous avez raison, François, la question de l'investigation en matière de presse. J'en profite pendant qu'on est à l'antenne pour rendre un hommage à quelqu'un que vous avez peut-être connu, qui est Jean-Michel Royer. Jean-Michel Royer était un journaliste extrêmement connu dans les années 80-90. Il a notamment été directeur de RMC, entre autres choses. Et c'est lui qui avait posé à Georges Pompidou, à l'époque, la question de savoir ce que le président Pompidou pensait de l'affaire Gabriel Russier. Et Pompidou lui avait, souvenez-vous, répondu avec des vers de Georges Éluard. Si je dis ça, c'est parce que Jean-Michel Royer a vécu ces dernières années à Aix-en-Provence, où il est enterré. Je passe la parole à Jean-Jacques Lombroso maintenant pour la suite de cet entretien avec François Missen. Merci François. Merci Stéphane. Alors François, vous rentrez de Cuba, je crois, il y a très peu de jours. Donc vous êtes depuis maintenant 25 ans, un peu plus de 25 ans à Cuba, à faire des allers-retours. Non, le double. Le double, alors 50, alors allons-y. Très bien. Alors est-ce que justement depuis ces 50 dernières années, vous avez vu, est-ce que vous avez vu une évolution? Est-ce que vous avez vu des choses qui pointaient? Une évolution, c'est certain, ça évolue en permanence, Cuba. C'est-à-dire d'un mois à l'autre, vous voyez des choses qui changent à Cuba. Ce qui évolue aussi, c'est l'information telle que finalement elle est récupérée en dehors de Cuba. C'est-à-dire, ça fait 50 ans que j'entends dire, on me pose la même question, et après Cuba, et après Castro. C'est la seule question qu'on pose. Castro n'est pas immortel, bien évidemment. 87 ans. Ouais. Alors, les Castro. Simplement, vous savez, il y a un journal américain qui avait repris une phrase de Castro qui, sous forme de boutade, lors d'une conférence quelconque, je ne sais trop où, sur la place de la Révolution, a dit « Je suis immortel ». Et la presse américaine avait pris ça au premier degré. Quelle catastrophe, Castro est immortel, comment va-t-on faire? Comme si... Donc, alors si vous voulez, ce que je dis, sans porter de jugement politique, je m'interdis, j'allais dire, il valait mieux être pauvre à la Havane que pauvre à Aix-en-Provence, si je puis dire. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand vous sortez, ce que me disait un ami qui est psychiatre cubain, il me disait, nous, la psychiatrie, on est au chômage. Parce que s'il y a un client qui se sent mal, qui va aller voir un psychiatre, il ne va pas dépenser $50 pour se mettre sur un divan. S'il a $50, c'est pour se payer un bon steak frites, si vous voulez. Donc il dit, mais on n'en a pas besoin. Parce qu'il n'y a qu'à simplement faire de l'investigation sur notre histoire pour savoir pourquoi on va mal. C'est-à-dire d'abord, depuis 5 siècles, le génocide des Indiens sous le couvert d'Isabelle la catholique. Ensuite, 5 siècles d'esclavage, c'était pas la joie quand même. Ensuite, une occupation, enfin protectorat, disons, américain jusqu'en 58. Et après, un deuxième protectorat soviétique. Alors, on n'a pas besoin, on n'a vraiment pas besoin de se mettre sur un divan pour savoir pourquoi on va mal. On sait pourquoi on va mal. Donc, c'est un pays qui est très attachant, vous le devinez pour moi, parce que l'information n'est pas souterraine, c'est pas vrai. Si vous arrivez de discuter avec des Cubains, il faut d'abord, ils se moquent gentiment d'eux-mêmes, si vous voulez. Ils parlent de Castro quand, bien évidemment, il y a ce côté à la fois respect et crainte. Quand ils parlent de Castro, ils font ce geste, c'est-à-dire le geste Castro porte la barbe. Mais il n'y a pas que ça, si vous voulez. Comment un pays, je pose la question, on peut la relativiser par rapport à la France, comment un pays qui sort de tels cauchemars, qui prétend, et je crois que sa prétention est tout à fait justifiée, faire une révolution, qui en 50 ans va d'abord éduquer les gens, c'est-à-dire, mettons sur 12 millions de Cubains, il y avait peut-être 11 millions d'analphabètes. Bon, les fiches de ces analphabètes
sont professeurs de médecine, grands juristes, chercheurs, etc. Première des choses, montrez-moi la même histoire en France. Voilà. Tout à fait. On en a fait des tonnes, si vous voulez, sur Sciences Po, si vous voulez, donc que vous connaissez bien, Oui. mais il a fallu une certaine forme de démocratisation plus ou moins acceptée pour faire rentrer des ouvriers à Sciences Po. Vous le savez beaucoup mieux que moi. Donc, ensuite, on parle de la médecine gratuite, avec des difficultés. Alors, bien évidemment, avec ce qu'on appelle l'embargo, qui existe toujours d'ailleurs, hein, effectivement, c'est des difficultés. Vous ne pouvez pas faire une révolution en 50 ans, alors que nous, Français, avons une révolution de 2 siècles et demi, et il y a 4-5 millions de chômeurs. Alors, les donneurs de leçons, ça se fait à la terrasse, ici, de la librairie Goulard, ou à Paris, à ce que j'appelle la faculté libre de la closerie des Lilas, si vous voulez. Là, on est les meilleurs du monde pour faire la révolution à la place des autres. Là, on est imbattable pour éditorialiser. Alors, voilà ce qu'il faut faire, etc. Je me souviens, on m'a raconté comment en 61-62, quand Sartre est arrivé à Cuba avec Simone de Beauvoir, et l'un de nos anciens ministres, je ne veux pas donner son nom ici, je n'ai pas envie d'avoir du papier bleu, si vous voulez. Ce ministre débarque à Cuba et commence à donner des leçons de révolution à des gens qui descendaient de la Pampa en disant voilà ce qu'il faut faire, etc. Castro, le Che, ils ont dit mais qui est ce mec-là? Nous, on n'a rien à foutre de ces trucs-là. Laissez-nous d'abord un peu respirer, manger, après on verra. Et donc ça, c'est très très français. Voilà. Alors, on en vient aujourd'hui, si vous voulez, à travers, puisqu'on est là à RSF. Avec RSF. RSF, je respecte au départ, mais moi j'ai des comptes à régler avec RSF, si vous voulez. J'ai des comptes à régler parce que j'étais le seul au début à dire qui était monsieur Robert Ménard. Et j'aimerais bien qu'il me fasse un procès. J'aimerais bien. J'ai des choses à dire là-dessus. Alors, quand j'ai voulu dénoncer ça, on m'a dit ah c'est ton mauvais esprit, etc. Tout ça. Et j'ai dit mais ça me paraît bizarre, mais justement, Ménard et Cuba, c'était quelque chose. Je voyais chaque fois des critiques sur Cuba, et toujours Cuba, et toujours. Enfin, je me dis, c'est bizarre ça quand même. Pourquoi cet acharnement? Et puis, je découvre, faire des enquêtes, etc. Je découvre que la première personne, c'est une journaliste américaine qui s'appelle Diana Barahona, qui travaillait pour le Miami Herald, qui dit ceci. Elle fait une enquête, ce que nous Français, on est très bons, ce que font les gens de Mediapart, je m'incline, mais l'investigation, l'information, ça coûte cher, voilà. Alors, ce sont des gens, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se permettre de travailler sur 2, 3 mois, 4 mois sur un coup, si vous voulez. Quelle est la rédaction qui va vous aider à travailler sur le... Personne. J'ai la chance ou le malheur d'être indépendant, si vous voulez. Je travaille, je déjeune plus souvent au patalo qu'au caviar, mais enfin, je fais un peu ce que j'aime faire, si vous voulez. Voilà. Alors, simplement, nous, ce qu'on a envie de savoir, justement de loin, parce que François, vous êtes présent sur le terrain depuis 20 ans. Non, mais je voulais terminer. Je voulais terminer parce que j'ai entamé une sorte sur Ménard, et j'apprends une chose, c'est qu'une journaliste, donc Barbara Barahona, assiste à une conférence de Ménard à Montréal, sur RSF. Et elle lui dit, mais monsieur Ménard, comment fonctionnez-vous? Qui vous aide? Est-ce que vous avez... Non, on vend nos revues, etc. Personne ne vous aide, non. Et elle sort un chèque de la NED, c'est-à-dire en quelque sorte de la CIA, si vous voulez. Je crois de 300 000 $, quelque chose. Je peux me tromper, je n'aurais pas... etc. Bon. Et voilà d'où ça sortait. Le seul journal, à ma grande surprise, en France, le seul journal, à ma grande surprise, qui a sorti l'histoire, c'était le Figaro. Je me demande pourquoi. Personne n'a repris ça. Et là, justement, vous venez de rentrer de Cuba, pas quasiment. Vous êtes à bout touchant depuis 50 ans avec les Cubains. Quel est l'état d'esprit actuellement? Est-ce qu'il y a une espérance? Est-ce qu'ils sentent que ça frémit? Est-ce que des retours aussi des Cubains américains aussi? Est-ce que... Aucune idée, si vous voulez. La perception qu'on peut avoir, c'est d'abord, c'est vrai que
le fait qu'il y ait une ouverture, en quelque sorte, pour se déplacer, aller aux États-Unis, etc., tout ça, je crois que dans l'absolu, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de problème. L'analyse qui consiste à dire ah, mais ça va redevenir comme ça avec les Américains auparavant, Cuba, le bordel de l'Amérique, etc. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Ils vont perdre leur âme, ce côté naturel, spontané, les wagons de touristes, les bateaux qui vont décharger 2000, 3000 personnes, 3000 passagers qui vont... Voilà, il y a des choses qu'on entend comme ça et ça nous fait un petit peu... Je pense perdre leur âme, je ne pense pas parce que ils ont une ADN, si je puis dire, de la sincérité, de la joie qui ne changera jamais, quoi. Voilà. Leur seul, vous savez, définir Cuba, c'est raconter, c'est no es facile. Quand on entame une conversation, on la termine, c'est no es facile. Nous, on dit c'est la vie, si vous voulez. Ouais. Pour vous situer en quelque sorte, la façon d'analyser, si je peux dire, Cuba, je suis en train de réaliser d'écrire un bouquin et qui sera, je pense, de la bande dessinée. D'accord. Sur un quartier de Guantanamo où je viens de terminer un documentaire sur Guantanamo, si vous voulez, mais sur la ville de Guantanamo. On parle de Guantanamo, la prison. Non, il faut savoir que en dehors de la prison, il y a une ville avec une université, etc. Cela dit, quand dans la presse française et autres, on parle de Guantanamo, c'est la prison. Alors, c'est un peu prétentieux de dire ça. Je dis, mais cultivez-vous. Vous avez attendu quoi? L'histoire des talibans, des présumés talibans, pour découvrir Guantanamo? Les Cubains disaient, ça fait un siècle qu'on dit, on aimerait bien aller au bord de l'eau dans cette base américaine qui nous est interdite. Tout d'un coup, le monde entier découvre Guantanamo, la base américaine. Mais ils ne viennent pas ici, dans notre ville, où on vit face à ce qu'ils appellent Guanthollywood. Voilà. Alors c'est vrai que l'opinion publique française ne sait pas du tout où se trouve Guantanamo. Tout le monde pense que c'est une île, un endroit éloigné. Mais je pense aussi que le traitement international de la question de Guantanamo, par rapport aux États-Unis, etc., fait qu'on ne veut pas forcément dire où ça se trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on ne veut pas, qui ne veut pas dire? Enfin, les Américains. Les Américains, à mon avis, s'en foutent royalement, si vous voulez. Non, c'est nous, la presse internationale, la presse française, qui ne s'est jamais intéressée à ça, c'est tout. Parce que Guantanamo, qu'est-ce qu'ils connaissaient? La chanson Guantanamera, voilà, c'est tout. Mais quand en 2001, on amène les prisonniers là-bas, des tas de confrères à moi, très prestigieux d'ailleurs. François, on vous coupe, on vous reprend dans quelques minutes et on passe maintenant à une petite parenthèse artistique.